Les bas et les herbes, jomb, on dit mogo pas mogo, on dit floco pas floco. Disons-nous les choses aujourd'hui, je suis avec deux grands hommes et une grande femme. Comment allez-vous? Ouais, ça va, merci. Vous allez bien, ça va? Ouais. Voilà. À ma gauche, monsieur le maire de Massy. Massy, dans le 91, dans l'Essonne. Comment allez-vous, cher monsieur? Je vais très bien. Vous allez bien? Ravi d'être ici. Ok. Ravi aussi de vous accueillir ici. À ma droite, monsieur David Jacquet, directeur de Vitalis, la mission locale de Massy, et aussi maire de la ville d'Artenay. Si je ne me trompe pas. C'est ça, très bien. Exactement. Artenay, dans quel... C'est le Loiret. Loiret. Donc c'est... À pied, on peut toucher l'Eure-et-Loire et on peut toucher l'Essonne. Voilà, Ok. mais bon, ça reste le Loiret. Donc une autre région, la région Centre-Val de Loire. Ok. Voilà, la route tous les jours à Massy pour venir travailler. C'est ça, et- c'est ça. Voilà. 3/4 d'heure. Donc pour un francilien, c'est rien. Princy, ville de Fleury-Mérogis. Princy Borgne, je travaille en tant qu'indépendante dans le domaine de la participation citoyenne et j'ai accompagné effectivement très récemment le maire de Fleury-Mérogis dans une démarche à l'intention en direction des jeunes. Voilà. Ok. D'ailleurs, tout récemment, on a pu assister à des talents de journalistes et comment dire, de femmes de débat. Animatrice. Et animatrice, c'est ça. Modératrice C'est ça. de débat. Lors des effectivement, tables rondes de la complètement. fraternité qui ont lieu à Massy, à Fleury-Mérogis. Mais nous allons en parler. Est-ce que tu peux te présenter Oui. un peu plus, s'il te plaît? Un petit peu plus, Voilà. très bien. Tu me relances si je n'ai Voilà, pas y a pas de répondu à souci. toutes tes questions. Donc, je m'appelle Princy. Je travaille dans le domaine de la participation citoyenne depuis 2015. J'ai d'abord commencé en agence et puis très rapidement, j'ai voulu prendre mon indépendance pour pouvoir choisir des missions qui correspondaient bien à mes valeurs et dans laquelle je pouvais avoir une liberté dans la réflexion autour des méthodes, des dispositifs. Et parallèlement, depuis 2020, à peu près 2019-2020, je travaille également dans le milieu politicien, puisque j'ai travaillé en cabinet à la mairie de Paris auprès de l'ancienne adjointe chargée de la jeunesse, Pauline Véron. Et par la suite, j'ai rejoint le groupe écologiste de la ville de Paris en tant que secrétaire générale et très récemment celui de la métropole du Grand Paris en tant que secrétaire général également. Voilà. Magnifique. Très beau parcours. C'est magnifique. Monsieur David Jacquet. Oui. Vous êtes en même temps dans le social, c'est-à-dire, voilà, directeur. Ça, c'est mon métier. Voilà, c'est votre métier. Et aussi maire d'une ville. Ça, c'est un engagement. Exactement. Ça, c'est j'allais dire mon loisir, ma vie privée. Comment avez-vous, comment réussissez-vous à joindre les deux? Comment êtes-vous tombé dans l'un et dans l'autre, en quelques mots? Alors, mon métier, chacun a un métier où on aspire, ou en tout cas évolue après, et puis les métiers, on peut en changer. Puis après, les engagements. Moi, j'ai d'abord eu des engagements associatifs. Quand j'étais sur la ville de Massy, je m'occupais de la Ligue des droits de l'homme, par exemple. Voilà, j'ai eu des engagements toujours associatifs sur des secteurs qui m'intéressaient. Et puis, au fur et à mesure, j'ai travaillé à un moment donné à la ville de Massy. J'y ai trouvé mon compte. J'étais sur le secteur animation. Secteur très intéressant, sur une ville dynamique. Donc, ça a apporté des choses. Si ma ville avance. Voilà, c'est N'oublions ça. pas, hein, ma C'est ville ça. avance. Et puis j'ai voulu m'orienter un peu plus à un moment, donc je parle plutôt professionnel, sur le secteur plus éducatif. Donc quand je travaillais à la ville, j'avais 2 emplois, je m'occupais aussi de la création de séjours au club Aquarius. Donc c'était le club junior auquel j'étais fondateur de séjours, notamment à l'étranger. Donc je vous parle d'un temps, c'était le siècle dernier. Hein. Donc, il n'y avait pas Internet, etc. C'était une autre période. C'était un beau siècle. Voilà, c'est ça. Un très Donc, beau siècle. je créais des séjours et puis en même temps à la ville, on développait, j'allais dire, de l'animation. Et puis ce qui m'intéressait un peu plus, c'était ceux qui avaient plus de difficultés dans la vie, ceux qui avaient des problèmes éducatifs, simplement. Et donc j'ai quitté la ville pour aller vers une formation éduc, auquel j'ai commencé à travailler éduc. Et puis quand j'ai découvert le métier, je me suis dit, il y a 2-3 trucs qui me gênent. En tout cas, j'ai envie d'être celui qui fait, pas celui qui demande à faire. Ou celui qui constate, ça m'intéressait pas. Je voulais pas être le philosophe du métier, quoi. Et j'aurais été un très mauvais philosophe. Et donc, progressivement, j'ai évolué. Je suis arrivé en mission locale, une structure qui allie justement le social, l'insertion et la capacité à décider avec des objectifs, des moyens et de faire avec. Voilà, ça m'a bien convenu. Donc, c'est là-dessus que j'ai évolué. Et aujourd'hui, je m'y trouve encore très bien. Et puis, je m'y trouve encore très bien sur cette ville de Massy et sur Paris-Saclay, parce que c'est un terrain de travail, j'allais presque dire de terrain de jeu, mais oui, parce que le jeu et l'enjeu, c'est quand même de réussir à sortir des jeunes aujourd'hui
avec plus ou moins de difficultés, les amener au boulot, les amener dans une situation où ils sont autonomes. Donc ça, moi, ça m'enrichit, je trouve ça très intéressant. Et puis, le territoire de Paris-Saclay, c'est un territoire qui est très contrasté. Donc, vous pouvez avoir des villes, sans vouloir toutes les citer, mais comme Verrières-le-Buisson ou Bièvre, auxquelles les catégories socio-professionnelles ne sont pas tout à fait les mêmes que Massy. Mais vous avez des jeunes dans ces deux endroits qui peuvent rencontrer des difficultés. Et l'enjeu, c'est comment on peut les aider. Alors certes, ceux de Massy qui cumulent des fois un peu plus de freins, de difficultés, c'est ceux-là pour qui il faut passer plus de temps, plus d'engagement, plus d'énergie. Donc je vais dire, c'est un métier qui me plaît encore. C'est pour ça que j'y suis. Encore, oui, l'encore est important. Et je fais partie de ceux qui ont la chance de pouvoir choisir encore de faire le métier qu'ils veulent. Donc voilà, ça me plaît bien. Puis je suis dans une structure qui a aussi les moyens d'agir. C'est aussi important, ça. On en réclame toujours, mais on a les moyens d'agir, donc grâce aux collectivités, grâce aussi à l'État et aux outils et aux projets qu'on développe. Les moyens d'agir, c'est aussi grâce aux gens qui sont sur place. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la ville de Massy, c'est une ville que j'aime bien. C'est une ville qui a toujours été très, très riche par son milieu associatif et par les gens qui la composent et leur engagement. Voilà, je ne dis pas qu'il y a des villes passives, mais là, on est dans une ville active et je trouve ça toujours enrichissant, intéressant de rencontrer des familles, des gens, au-delà même du métier, au-delà même de ce qui s'y fait. Et puis, il y a des talents et des idées. Donc, moi, ça me plaît. Massicois, vous êtes un Massicois Alors, Massicois, je suis né à Orléans. Orléans, d'accord. Je suis né à Orléans et du coup, on va en venir à mon rôle de maire. Je suis né à Orléans, mais je suis arrivé à Massy. Ma mère a fait l'ouverture de la crèche de Massy, Place de France. Et mon père était un proche de l'ancien maire Claude Germont. Et donc, quand je suis arrivé à Massy, du coup, je me suis retrouvé à être dans cette ville où j'ai grandi, dans les écoles Nicolas Appert, Albert Camus, Collège Blaise Pascal, lycée Fustel de Coulanges. J'ai fait plein de belles rencontres avant d'aller à la fac à Paris, pas très très loin, un peu plus haut là. J'étais à Paris 4 Sorbonne. Ma famille, j'allais dire mes grands-parents, mes oncles et tantes, ils étaient originaires du Loiret. Et mon grand-père paternel et mon grand-père maternel étaient originaires d'Artenay. Voilà. Et il y a un moment, quand j'ai cherché à accéder à la pierre, avec ma famille, à essayer d'évoluer, on s'est posé la question de est-ce qu'on achète à Massy ou les environs, ou est-ce que finalement on bouge un peu ailleurs. Et puis la vie, c'est toujours des hasards et des rencontres. Mes grands-parents sont décédés, la maison familiale s'est libérée. Et du coup, je suis allé vivre là-bas en me disant j'y vais 2-3 ans et on verra ce que ça donne. Ça fait 15 ans, j'y suis encore, quoi. Magnifique. Voilà, donc c'était pour retracer un peu le parcours. Pourquoi je suis là-bas, c'est pas par hasard. Et il n'y a jamais de hasard dans la vie, je pense. Exactement, c'est ça. Monsieur le maire de Massy, souvent, lors de nos discussions, ou même lors de discussions collectives, vous parlez du fait que vous avez grandi à Massy, que vous êtes quelqu'un de Massy, et qu'aujourd'hui même, vous êtes devenu même le maire de Massy, carrément. Et voilà, comment en êtes-vous arrivé à cet engagement politique ? Non, c'est un peu comme ce que dit David, il n'y a pas de hasard, il y a des histoires. Moi, je vais même pareil, je vais remonter à mes parents. Moi, mes parents, ils sont parents franciliens, tous les deux médecins. Et quand mon père s'installe, on est au début des années 60, ils viennent de se marier. Et en fait, ils vont vers Massy, vers le grand ensemble Massy-Antony. Et j'emploie pas les termes par hasard. D'abord, c'est l'époque des grands ensembles. C'est l'époque où c'est une forme d'utopie. Les grands ensembles, c'est un symbole de modernité. Et puis, c'est à cheval Massy-Antony. Et moi, j'ai grandi à Massy, mais je dirais fondamentalement, je suis un massantonien, parce que mon père était médecin à Antony, et j'ai toujours été un peu à cheval de ces deux communes, et je trouve que les limites départementales, etc., qui existent, sont toujours quelque chose d'un peu absurde. Et donc, j'ai grandi là, j'ai fait des études, je travaillais en début des années 90, et je ne sais toujours pas pourquoi, j'ai eu envie, la politique, ça m'a intéressé. Et alors, pourquoi ? Je sais pas, mes parents étaient particulièrement des gens impliqués. Et puis, je me suis engagé dans un parti politique, en l'occurrence le CDS, et puis la connaissance de quelqu'un qui s'appelait Bernard Stasi, qui était très important pour moi. Et puis, je me suis dit, faut faire de la politique locale. Et il y avait un jeune gars qui s'appelle Vincent Delahaye, qui était là, qui, on connaissait très indirectement, qui contestait le pouvoir de Claude Germont, dont David a parlé tout à l'heure. Et donc, je suis parti dans l'aventure, et avec lui, dans une ville, alors moi on est une équipe plutôt étiquetée à droite, même si pour moi, sur le plan local, les questions d'étiquette, c'est pas très important. Enfin, on va dire que Claude Germont était plutôt étiqueté à gauche. Et puis à l'époque, encore, ça comptait un peu, maintenant encore beaucoup moins. Et donc, dans une ville qui était considérée comme totalement imprenable, on est parti la fleur au fusil à l'abordage, et un peu à la surprise générale. Moi, je m'en souviens,
voilà, c'est un de mes souvenirs marquants. J'avais 24 ans et on gagne cette mairie de 104 voix sans que personne s'y attende. Et donc, voilà, c'est le début d'un engagement. Après, j'ai continué ma vie professionnelle. Et puis, à un moment de ma vie, j'ai discuté avec Vincent Delahaye, qui était maire depuis un bout de temps. Et je lui ai dit que je pensais qu'il y a un moment où, de toute façon, il allait se poser la question de passer la main. Et que si ça l'intéressait, j'étais partant. Et puis, on s'est mis d'accord. Et voilà, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je suis maire. Et puis, si je reviens à mes parents, il y a un petit côté... Moi, ce qui me fait, on a toujours un bout de tripe, un truc qui nous fait vibrer, un bout d'historique personnel. Côté, si on se raconte pas d'histoire, l'utopie des grands ensembles, elle s'est pas passée tout à fait aussi bien que ce qu'on pouvait espérer dans les années 60. Ça veut pas dire que tout va mal, parce que je suis pas du tout catastrophiste là-dessus, mais enfin, voilà, ça a quand même été un peu plus secoué. Il y a un côté fierté banlieusarde et leur dire, voilà, avec 60 ans après, vous aviez raison, c'est là que ça se passe. Merci bien. Monsieur Ganesh, comment tu vas ? Ça va ? Tu vas bien ? Parle bien proche du micro, s'il te plaît. De la ville de Grigny, du cabinet de la mairie de Grigny. Si je ne me trompe pas, parce que j'ai tendance à me tromper aujourd'hui. Mais ça va. Est-ce que tu peux te présenter un peu et dis-nous comment tu en es arrivé à rentrer dans ce microcosme-là en quelques mots. Donc Ganesh Diramin, maire adjoint à Grigny, en charge du cadre de vie, du développement durable, de la lutte contre l'habitat indigne. Il y a du boulot. Oui, Comme partout. Et des circulations douces. À Grigny un peu plus qu'ailleurs. Sur l'habitat indigne. C'est sûr que c'est un des gros enjeux de cette ville. Moi, j'ai grandi à Grigny. Je suis né à Grigny. J'ai grandi à la Grande Borne. Je me suis investi associativement au sein de l'Union sportive de Grigny dès mes 16 ans. Et puis après, par le fil des choses, je suis rentré sur on m'a sollicité au moment d'une campagne législative en 2000. Je sais plus quand c'était, mais je devais avoir 16 ans. Mais c'était pour l'élection de Patrick Bardon sur les législatives. Du coup, voilà, j'ai commencé à militer avec l'équipe de Claude Vasquez à l'époque. Et après, Philippe Rio est devenu maire de Grigny. Donc, par la suite, sur le dernier mandat, j'étais simple élu, sans délégation. Et puis, depuis 2020, je suis passé maire adjoint. Entre-temps, je suis devenu professionnel de santé sur la ville de Grigny. Donc, voilà, je suis podologue sur la ville. Donc, j'ai fait le choix de m'installer en tant que profession libérale au sein de mon quartier, malgré qu'on m'en a un peu découragé au départ en me disant que ça fonctionnerait pas, mais bon, le désert médical fait que, et puis le fait d'avoir grandi dans le quartier, ça, je m'étais dit que je devais m'installer sur Grigny pour augmenter l'offre de soins au sein de la ville. Donc voilà. Venons-en au vif du sujet. Peut-on rester fidèle à son engagement politique jusqu'au bout ? Est-ce possible ? Oui. Oui, moi je ne vois pas de sujet. C'est important de le donner parce que être fidèle, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer. Et je donne des expressions comme ça. Mais mon grand-père, il disait toujours, quand tu es jeune, c'est normal que tu sois de gauche. Et quand tu vieillis, si tu passes pas à droite, c'est que tu n'as pas réussi. Bon, c'était des citations. Comme ça, mon grand-père était mitterrandien, mon père était rocardien. Et naturellement, vous savez, la politique, c'est filial. Je suis devenu socialiste. Mais un socialiste qui n'est pas là pour crier, mais plutôt pour changer. Changer la vie, comme disait Mitterrand. Donc la logique, c'est d'être pragmatique. Et c'est là où je rejoins un certain nombre d'élus qui soient de bord modéré, que ce soit de gauche ou de droite. On peut travailler ensemble et faire plein de bonnes choses. Donc, et rester fidèle à ses idéaux et rester fidèle à ses valeurs. Voilà, donc oui, moi, je n'ai jamais renié la famille d'où je venais. Moi, quand j'y ai adhéré, ils étaient en haut de l'affiche. Aujourd'hui, il n'y a plus d'affiche. Mais j'y suis encore, parce que je n'ai pas trouvé d'autres endroits. Et puis, oui, je reste fidèle à mes engagements. Après, pour être tout ce qui est de plus transparent, moi j'ai pas été élu sur mon village avec un point et une rose. Il n'y avait pas d'épines et pas de tout ça. J'étais élu d'ailleurs avec des habitants
Puis pour certains, je connaissais pas leurs opinions politiques s'ils en avaient. Et puis pour d'autres, oui, ils étaient engagés avec des valeurs communes. La culture, le sport pour tous, une notion sociale pour accompagner les gens, le bien-être, le dynamisme, voilà, des choses comme ça. Et puis, je vais dire, c'est des rencontres. Alors, j'ai eu la chance à Massy, je le dis toujours parce que ça va faire sourire Nicolas, mais j'ai eu la chance à Massy, moi, de connaître des gens qui ont eu des destinées politiques, hein, parce que à Massy, j'étais au Parti Socialiste, un opposant de Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, D'accord. la vedette des dernières présidentielles, je pense que c'est la vedette, mais bon. Donc, il m'a beaucoup appris à être son opposant. Et je suis toujours resté d'ailleurs, même encore aujourd'hui. Donc, mais j'ai beaucoup appris. J'ai appris aussi parce que Marie-Noëlle Lienemann habitait le même bâtiment que moi sur les grandes tours à Massy. Voilà, donc j'ai aussi appris parce qu'elle venait des fois à la maison et je comprenais pas pourquoi quand je la voyais le soir, j'allais me coucher, le lendemain matin quand je me réveillais, elle était encore là à débattre et à discuter. Donc bon, bref, j'ai beaucoup appris voilà avec des gens comme ça qui étaient autour. Et l'Essonne fait partie d'un terreau où il y a toujours eu des grandes figures politiques, tant mieux, hein, qui ont émergé, que ce soit à droite comme à gauche, peu importe. Et j'allais dire, ça semble, pour moi, ça reste naturel. Après, oui, quand on pose la question de la fidélité, c'est important, je pense, de toujours. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui doute régulièrement de ce que je peux faire. Et donc, non pas sur la fidélité, mais sur les valeurs et la façon dont j'essaye de faire. Et quand on est maire, en tout cas sur ma petite expérience, on est obligé de faire des choix régulièrement. Et les choix, on fait des fois les choix les moins pires. Hein. Et en tout cas, on se pose la question de est-ce qu'on est toujours fidèle à nos valeurs et à nos idéaux. On essaye. Je dirais on essaye, c'est déjà ça. Et le fait de se poser la question et de douter, ça reste pour moi toujours important. Puis après, il faut s'entourer aussi de gens autour de soi qui vous font réfléchir, qui vous font évoluer, qui vous permettent tout simplement d'être en phase avec vous-même. Vous dire je peux me regarder dans le miroir ou ce genre de choses. Voilà. Princey, je te repose la même question, mais j'y rajoute le terme intègre. Peut-on rester intègre tout au long de son parcours? Oui, et je réagis en plus du coup à ce qui vient d'être dit. Vous avez dit, je suis restée socialiste toute ma vie. Et donc, du coup, j'ai été, je crois, fidèle à mon engagement, même si vous le disiez après, vous l'avez questionné. Et ça m'a fait me demander, c'est quoi finalement l'engagement politique, la fidélité à un engagement politique? Est-ce que ça veut dire être uniquement fidèle à une étiquette politique quand on voit à quel point les partis, les doctrines des partis peuvent être amenées à évoluer en fonction des changements de notre société? Et donc voilà, c'est une question ouverte à laquelle je ne vais pas forcément répondre tout de suite, mais je crois que c'est important de se poser la question. Et la question, moi, je me la suis beaucoup posée parce que, comme je vous le disais, j'ai commencé dans le domaine de la participation citoyenne en 2015. Et à un moment donné, j'ai levé le pied et je suis rentrée dans le milieu des cabinets, dans le milieu des préparations des conseils politiques, des conseils de ville avec des amendements, des vœux à faire adopter, etc. Et du coup, pendant peut-être 1 année et demie, 2 ans, je me suis retrouvée à vivre dans un espèce de microcosme où tout se jouait en fonction effectivement de valeurs auxquelles les uns et les autres croient, mais aussi en fonction de stratégies politiques avec un but à la fin, celui de faire adopter telle ou telle délibération, tel ou tel vœu, tel ou tel amendement. Et j'ai eu la sensation à un moment donné de me perdre un petit peu dans tout ça. Non pas que j'avais oublié les valeurs en lesquelles je croyais, mais j'avais l'impression, d'une part, d'être enfermée dans un bel hôtel de ville et de plus avoir une prise directe avec les habitants, les citoyens, les associations, que finalement, je me retrouvais plutôt à avoir de manière ponctuelle dans le cadre de sorties avec les élus que j'accompagnais. Et voilà, et ça m'a fait très peur. Je me suis dit, est-ce que c'est pas la garantie de faire de la politique de manière un peu trop renfermée et sans mesurer les évolutions qui se jouent sur le terrain, la manière dont les choses sont ressenties, sont vécues d'un point de vue affectif, psychique, et je crois que ça doit vraiment influencer notre manière de prendre des décisions. Et donc, du coup, j'ai voulu repartir dans ce travail de participation citoyenne. Et aujourd'hui, je crois que le fait d'avoir d'un côté ce travail dans le milieu politique en tant que secrétaire général et de l'autre ce travail dans le domaine de la concertation, de la participation citoyenne,
ça m'aide à jongler et à donner du sens à ce que je fais dans l'environnement institutionnel politicien. Et puis ça m'aide aussi à, je crois, ne pas hésiter à pousser un certain nombre de coups de gueule. C'est-à-dire que je commence à en avoir marre des fois d'avoir en face de moi des élus que je trouve très convaincus et très sincèrement convaincus de ce qu'ils font et de pourquoi ils le font, mais qui sans s'en rendre compte, et je ne parle pas de couleur politique, hein, je crois que on a une culture politique en général voilà, qui est là et qui est en train de changer, et c'est bien, mais voilà, qui fait qu'on se retrouve souvent à être convaincu de savoir dans quelle direction il faut aller, parce qu'en plus, on a une expérience politique qui est là depuis des années, qu'on a eu le temps de voir des choses aussi, donc effectivement, ça fait une expertise. Mais du coup, quid du dialogue avec les habitants, quid de la réactualisation de nos manières de faire, de nos méthodes, à l'appui des habitants, des citoyens. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on doit vraiment chercher à faire évoluer dans notre culture politique, tout parti confondu encore une fois. Là, je crois qu'on n'a pas vraiment de bons élèves ou de mauvais élèves plus qu'un autre. Et je vois qu'il y a encore beaucoup de freins. Alors souvent, les freins, ils sont dus au fait qu'il y a une conviction qu'on sait déjà, on a déjà entendu, on a fait campagne, et pendant la campagne, on a parlé aux gens et on a entendu ce qui n'allait pas. Ou alors, les freins sont dus au fait qu'il y a une certaine peur aussi de ce qui peut ressortir des échanges, parce que c'est vrai, hein, on le voit, on l'a vu pendant les ateliers de la fraternité récemment à Fleury-Mérogis. Parfois, on se retrouve face à des populations qui subissent depuis des années, qui ont eu l'impression, à tort ou à raison, de ne pas avoir été entendues ou de n'avoir été écoutées qu'à des moments très opportuns. Et donc, quand on se met à initier des démarches de dialogue, ça commence parfois de manière un peu musclée, un peu sportive, avec des coups de gueule. Et c'est vrai que je vois beaucoup d'élus qui voilà, regardent ça et se disent non, on ne va pas faire ça. Ça va être la boucherie, on ne va pas faire ça. Ou alors, on va commencer à réfléchir des choses dans notre coin. On les proposera et ensuite on verra si les gens acquiescent ou pas. Mais on cadre la discussion et on ne va pas sur des discussions trop libres, trop ouvertes, où on peut parler de tout et n'importe quoi. Et ça, je crois que ça fait du mal à la politique. Ça explique beaucoup les taux d'abstention qu'on observe là à toutes les élections présidentielles, législatives et puis même municipales. Ça commence aussi à monter, alors qu'avant, la figure du maire était quand même une figure très plébiscité, et ça reste plébiscité, mais même là, on sent qu'il commence à y avoir un peu de défiance qui monte. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment urgence pour rester intègre et aussi pour bien faire les choses, pour être efficace, efficient, de croire en l'utilité du dialogue avec les citoyens et de ne pas avoir peur d'ouvrir les vannes parce que, en fait, les gens sont intelligents. Et une fois qu'on a fait la démonstration de notre crédibilité, de notre sincérité à vouloir faire les choses dans le bon sens, et je crois que la plupart des gens qui sont élus maires ont quand même ça qui les anime au fond d'eux, dans leur trip depuis le début de leur engagement. Une fois que cette démonstration a été faite, de notre capacité à écouter et de vouloir faire sincèrement les choses, et ben, le dialogue devient possible. Mais pour le coup, il faut quand même oser faire ce premier pas. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Voilà. Monsieur le maire de Massy, je réitère cette question en y rajoutant 2 mots. Peut-on rester fidèle, intègre, sans concession à son engagement politique? C'est possible, jusqu'au bout. Mais je suis pas sûr que sans concession, ça soit un objectif. Pour le redire, y compris par rapport à ce qui était dit, il y a un moment, enfin, il y a une espèce de paradoxe. Si on se dit qu'il faut à la fois écouter, dialoguer, et je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez, et rester fidèle, intègre, ça ne veut pas dire ne pas faire de concessions. Et il y a plusieurs types de concessions, et elles sont toutes acceptables. Il y a des concessions d'abord parce qu'on ne sait pas tout sur tout, et que quand on écoute, quand on rencontre les gens, on peut aussi améliorer les choses. Effectivement, de cette manière, faire une concession par rapport à ce qu'on avait envisagé de faire, mais pas par trahison, par lâcheté, etc., mais simplement parce que on se laisse convaincre que c'est peut-être encore mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on a été élu que brutalement on a la vérité révélée, qu'on fait jamais d'erreur, quoi. Donc je pense que c'est important.
Et puis, il y en a une autre qui est peut-être un peu plus grise, qui peut peut-être un peu plus choquer, mais que je crois utile, c'est que parfois, il faut faire des concessions pour faire accepter, même de quelques trucs dont on n'est pas absolument convaincu. Mais emmener les gens, c'est important. C'est important de faire qu'un projet reste acceptable. Il va y avoir des cas où on se dit allez, si j'étais tout seul assis dans mon bureau, j'aurais pas fait ça. Je me dis que c'est peut-être un tout petit peu moins bien. Mais si ça fait que les gens sont à l'aise, le fait que les citoyens adhèrent et se sentent respectés, ça a aussi une valeur intrinsèque. Donc si le projet... Alors, après, et puis c'est la question infinie de la politique, de savoir entre le compromis raisonnable et la compromission, on a tout trahi. C'est ça l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir, c'est d'essayer de trouver les compromis et les choses qui vont faire qu'on va faire le meilleur projet sans dénaturer. Alors c'est un équilibre. J'ai pas le sentiment, et vraiment, et c'est pas pour me faire plus beau que toi, et je partage complètement aussi, je pense que c'est pas une question d'étiquette, et je pense que la plupart des collègues maires sont comme ça. Il n'y a pas de moment où je me dis... Là, je me suis renié, quoi. Je n'ai pas d'exemple où je me dis j'ai vraiment fait un truc, c'est nul, etc. Il y a parfois des trucs où je me dis tiens, rétrospectivement, j'aurais pas dû faire comme ça m'est déjà arrivé. Mais je crois pas. Je crois qu'on peut rester fidèle à un système de valeurs. Et peut-être un autre point par rapport à ce que vous disiez. Je pense que la question municipale et la question que soit la mairie de Paris, c'est quand même une mairie un peu particulière, forcément, c'est d'une autre nature, voilà, c'est département aussi, puis il y a une autre taille, la métropole, moi j'ai été conseiller régional, je suis conseiller départemental. Il y a un truc qui existe dans ces niveaux-là et qui sont pas les mêmes au niveau local, qui sont des jeux d'alliance. C'est-à-dire que par définition, et c'est comme ça, pour exercer le pouvoir à des choses là, il y a des alliances. Et une alliance, ça veut dire que vous alliez avec des gens avec qui vous n'êtes pas 100% d'accord. Moi, j'ai siégé dans la majorité de Valérie Pécresse, je siège dans la majorité de François Durovray au département. Je suis à l'aise, il n'y a pas de problème, je peux porter le truc. Il m'est déjà arrivé de voter des choses en me disant, là, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, c'est pas des trucs où je me dis, c'est contraire à mes valeurs, parce que dans ces cas-là, je ne fais pas. Mais le principe même de l'exercice collectif du pouvoir, c'est qu'à un moment, on fait des compromis, on trouve des accords, et donc, par définition, on fait des choses avec lesquelles on est un peu d'accord, mais pas à 100%. Et ça fait partie, voilà, c'est aussi ça le collectif, c'est pas sale. C'est pas sale les alliances. Même si c'est pas exactement ce qu'on pense, c'est pas sale. C'est la manière de faire. Oui, puis surtout, je précise, effectivement, les alliances, quand il y en a, en général, elles sont faites parce que sur un objet donné, malgré nos divergences idéologiques, sur un objet donné, un projet donné, on arrive à se retrouver et à vouloir défendre un même objectif. Donc, voilà. Monsieur Ganesh, oui. C'est possible, sans se compromettre, de rester fidèle à son engagement. Je pense que c'est possible de rester fidèle. Après, en rapport fidèle au rapport aux valeurs politiques, je pense qu'à l'échelle municipale, faut être fidèle envers la population, en fait. Je pense que c'est l'enjeu majeur. En fait, dans une municipalité, qu'on soit de droite ou de gauche, la population, elle attend des élus elle attend d'avoir des élus fidèles, avec de la bienveillance, avec de la considération. Et je pense que rester fidèle envers les habitants tout au long du mandat, je pense que c'est possible. Surtout quand on est acteur de terrain ou quand on a une délégation comme le cadre de vie, ou même quand on est professionnel de santé. Il y a des élus, ils sont là sur la ville ou ils n'exercent pas sur la ville. Moi, j'ai la chance, on va dire, et aussi des fois ça peut être un peu, comment dire, ça a aussi des désavantages, mais c'est vrai que quand je reçois mes patients en consultation et qui sont grénois, ma consultation elle dure 3/4 d'heure, il y a toujours des trucs qui reviennent en rapport avec la mairie, des trucs qui vont pas, des courriers où on n'a pas répondu, ou ce genre de choses. Du coup, ça permet aussi de faire évoluer les choses. C'est un moment particulier avec les habitants, mais qui est aussi constructif. Donc je pense que rester fidèle envers les habitants d'une ville tout un mandat, je pense que c'est très fortement possible. Monsieur David, Ouais, pour aller dans le même sens, sans vouloir répondre, mais du coup, ça fait du débat. Moi, je suis élu rural, alors je n'oppose pas les élus ruraux aux élus urbains. Mais j'entendais tout à l'heure la question de la participation. Elle n'est pas identique suivant les territoires, et elle n'est pas identique suivant les élections. Moi, aux dernières municipales, il y a eu 80% de votants, et pourtant, il y avait le Covid.
Donc du coup, je peux pas dire que les gens boudent les urnes. Vous voyez, donc et sur la commune où je suis, les gens sont venus et les gens, alors on est en milieu rural, hein, tout le monde se connaît, tout le monde connaît le père, la mère d'avant, l'engagement, etc., etc. Donc et la proximité est très saillante. Hein, donc c'est sans doute des fois ce qui diverge ou ce qui différencie un peu du côté que l'on peut retrouver par moment hors sol quand on a des grandes instances. Et je le vois bien, je suis élu, je suis conseiller régional à la région Centre-Val de Loire, où là, j'ai eu un peu de mal au début, oui, je vous le livre, parce que pourtant je fais de la politique depuis pas mal d'années, mais j'ai eu un peu de mal parce qu'il y avait les jeux d'alliance, comme le disait si bien Nicolas, et du coup ça prend le pas, je vois bien, ça prend le pas, des fois sur tout simplement des notions de bon sens et de simplicité qu'on pourrait des fois avoir, mais ça fait partie du jeu politique. Par contre, il faut faire attention que ça nuise pas, je pense, justement aux aspects démocratiques et qu'il faut amener à réconcilier les gens sur les endroits où ils pourraient bouder les urnes. Moi, ce qui me surprend surtout, c'est pour ça que je voulais revenir dessus, c'est pas le taux d'abstention, moi c'est le taux de gens, et ça on n'arrive pas encore à bien l'évaluer, qui ne sont pas inscrits. Voilà, ceux qui ne sont pas. Alors, il y a ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont de nationalité autre que française, mais il y a tous ceux qui ont déménagé ou autres, ont été radiés, ils ne sont pas inscrits. Et ceux-là, je me dis comment on peut les raccrocher à un moment donné à s'inscrire. Et je le vois même sur ma commune, hein, dès que je fais un PAX, dès que je fais un mariage, chaque fois je pose la question à un secrétaire général, me dit « Ah, attention, vous n'avez pas le droit de leur demander ça ». Je fais « Si, je leur demande, vous êtes inscrit sur la liste électorale ». Du coup, je vous écoute, j'entends un certain nombre de choses, mais en même temps, je pourrais très bien vous dire pourquoi je vous écouterais. Vous habitez la commune, mais vous n'êtes pas en position de décider. Voilà, vous voyez le côté, comment on provoque un peu sur l'aspect participatif. Et ça, à mon avis, c'est comment on arrive à régler ce sujet qui est au-delà de ceux qui sont inscrits et ne viennent pas voter, ceux qui aujourd'hui ont choisi, ou ont peut-être pas choisi, mais sont en dehors du système. Et ceux-là, pourtant, ils travaillent, ils vivent, ils rouspètent, ils revendiquent, etc. etc. Voilà, c'était juste sur ces deux aspects-là, à mon avis, qu'il faut... Est-ce que je peux réagir? Parce qu'effectivement, c'est bien, on poursuit. Déjà, je suis absolument d'accord. Là, dans le cadre de mes missions dans le domaine de la participation, je vais dans des villes très, très différentes. J'étais à Saint-Jory, au nord de Toulouse, Saint-Malo, Niepce, au nord de Lille. Donc, je vois effectivement une cartographie de la France très, très différente, avec à chaque fois des problématiques et des manières de les exprimer qui sont très, très différentes. Donc, je rejoins tout à fait. Et sur cette question de comment on raccroche les gens... à ce temps électoral et pas que les abstentionnistes, comment on les inscrit sur les listes. Moi, je crois il faudrait aussi qu'on se dise pour ça que la politique ne commence pas qu'au moment des séquences électorales et faire commencer et qu'autour des urnes, faire commencer la politique avec les citoyens, la vie civique, très longtemps en amont. Et c'est un peu ça qui est dommage, c'est que moi, j'entends souvent les élus que je côtoie me dire ce travail d'écoute, on le fait au moment des campagnes, on est sur le terrain, on a des réunions. Bon, c'est bien, mais avant et pas seulement dans le cadre non plus de sorties diplomatiques, entre guillemets, où on va rendre visite à telle ou telle association, où on est présent sur tel ou tel événement. Comment on fait pour que le débat public, sur des sujets qui touchent les habitants et qui sont très sérieux, comme l'urbanisme, comme... la propreté, le cadre de vie dans lequel on évolue, comme la mixité sociale au sein des territoires. Comment ces sujets-là, on fait en sorte que les habitants puissent s'en emparer et qu'on leur donne tout le crédit du monde pour s'exprimer là-dessus. Parce qu'on le voit, effectivement, on a souvent des gens qui ronchonnent dans leur coin qui disent tout un tas de choses très pertinentes et très intéressantes. On est d'accord ou pas, mais le fait est que ça existe et que ça a de la valeur. Et le fait est qu'on n'a pas en face des enceintes, des espaces... où cette parole individuelle peut s'exprimer et se confronter à une autre parole, celle de son concitoyen, de son voisin ou de son représentant politique. Et je crois que là-dessus, on aurait un début de réponse à quelque chose, comment faire revivre la politique et comment donner envie aux gens de venir s'impliquer dans les instances électorales. Parce que, et juste pour finir, j'entends souvent une opposition qui est faite entre démocratie représentative d'un côté et démocratie participative. Alors oui, on pourra avoir d'autres fonctionnements institutionnels, voilà, il est souvent question de ça, mais je crois que déjà là, dans le cadre de la Ve République, on aurait de quoi faire vivre les deux, parce que nous qui défendons, cette République qui défend le mandat représentatif,
comment on peut prétendre qu'on va au bout de cet enjeu de représentation si pendant le temps du mandat, à aucun moment, on a donné la possibilité aux citoyens d'avoir vraiment une parole franche, libre, critique de ce qui se joue sur leur territoire et en proximité directe. Voilà. Il nous reste 10 minutes. Ouais. 10 petites minutes. Il faudrait qu'on aborde 2 points assez rapidement. Oui, je voulais dis-moi. rebondir un peu sur ce que vient de dire Princy. C'est vrai que comment on raccroche les habitants, c'est vrai que à titre personnel, ça fait plus de 10 ans que je fais du porte-à-porte en période électorale, mais pas que. C'est vrai que bon, je suis d'une tendance majorité de gauche à Grigny. En quartier, je suis d'étiquette du Parti communiste. Et c'est vrai qu'on se base sur plein de domaines, sur la réouverture d'un bureau de poste, sur la réouverture d'un commissariat, sur la fermeture des sites Céveso, sur lutter contre l'apartheid commercial. Là, actuellement à Grigny, on se bat contre le centre commercial Leclerc qui empêche l'ouverture d'une surface alimentaire. Donc c'est vrai que on est là régulièrement sur le terrain. On n'est pas là que en période électorale. On essaye de, vis-à-vis des habitants, de mobiliser les habitants parce qu'on se bat pour les habitants en fait au quotidien pour améliorer leur cadre de vie, pour améliorer le service public au sein du quartier. Et puis là, c'est vrai qu'en charge du cadre de vie, en mandature depuis 2 ans, dès qu'on fait des aménagements, dès là, par exemple, on refait la signalétique, on refait des travaux d'aménagement de circulation, on sollicite les habitants parce que c'est souvent quelque chose qui avait été reproché en période électorale, c'est vous faites sans nous, vous ne nous concertez pas. Donc c'est vrai que maintenant, dès qu'on fait un projet, on concerte les habitants, on fait les sorties d'école, on monte des barnums dans les parcs pour enfants pour que les mamans qui sont là puissent participer, donner leur avis. Donc je pense que c'est à travers plein de petits ateliers, plein de petits projets. Là, on a fait un parc pour enfants, donc on a sollicité les enfants pour savoir quel jeu ils voulaient, les mamans quel jeu elles voulaient. Donc c'est vrai que quand les gens sont partie prenante de projets et qu'après il y a la concrétisation, il y a un regain de confiance, ils se sentent écoutés. Même si des fois ce qu'ils demandent c'est négatif, c'est vrai que tant qu'il y a de la considération, tant qu'il y a de l'écoute et qu'il y a une réponse, c'est comme ça qu'on raccroche les gens. Ce qui agace un peu, je pense, les gens, c'est l'ignorance. C'est vrai que quand ils n'ont pas de réponse à un courrier ou à une question, ça les agace. Du coup, ils disent à chaque fois vous venez nous voir, mais on vous dit des trucs, on reçoit pas de réponse. Qu'elle soit positive ou négative, les gens attendent une réponse en fait pour ils attendent juste de la considération. Donc je pense que à travers tous ces petites choses, c'est comme ça qu'on redonne confiance aux gens et c'est comme ça qu'on redonne confiance au municipalisme en fait. En 2020, il a été recensé plus de 350 rixes interquartiers, notamment dans le département de l'Essonne. On sait que des villes comme Grigny ou des villes comme Massy, malheureusement, et d'autres villes, Fleury-Mérogis, c'est tout un ensemble de villes, Dourdan, Saint-Michel, Saint-Geneviève-des-Bois, malheureusement, subissent ce phénomène. Et on sait qu'à Massy, il y a eu toutes des actions qui ont été mises en place, notamment avec les services de la ville et une entité qui s'appelle Soparks, où pendant une semaine, il y a eu, dans les 4 secteurs de Massy, dans les 4 espaces, des séries de débats. Ensuite, ces débats ont été, Soparks a fait en sorte d'enregistrer ces débats sous forme de podcast à la fin de la semaine. Du coup, après, ces débats-là ont été visionnés par les 4 espaces la semaine d'après, afin d'avoir des regards croisés, afin de faire des arrêts sur image et afin de décrypter et de décortiquer la parole des jeunes qui voyaient, entre guillemets, les jeunes avec lesquels ils étaient en rivalité. Et normalement, il est censé y avoir un grand débat d'ici peu, en janvier, à travers lequel monsieur le maire sera très certainement là, et pas mal d'agents de la ville, la police aussi, les institutions aussi, même les partenaires avec lesquels la ville de Massy travaille. Et on sait aussi qu'à Fleury-Mérogis, récemment, on a emmené une équipe de jeunes de Massy aussi pour participer à ces tables rondes de la fraternité. Parce que, comme je disais précédemment, il y a tout un phénomène de rixe interquartier qui, malheureusement, aussi représente un frein par rapport au travail que nous faisons, en tout cas, moi-même, référent insertion, on sait que c'est un frein, notamment à Massy, parce que des jeunes de tel secteur ne peuvent pas aller dans tel secteur parce qu'ils sont mêlés dans ce phénomène de rixe interquartier. Je vais vous demander assez rapidement de me répondre à cette question qui est assez simple. Pensez-vous que ce phénomène soit éradicable ? Éradicable. Non, mais c'est des questions. Grande question.
je vais commencer par faut dire, faut pas qu'on rêve à une chose. On fera pas disparaître le mal de cette planète. C'est un truc qui est important qu'on se dise. Dire que, et je peux vous dire à quel point ce qui a pu se passer à Massy ou dans d'autres villes de l'Essonne m'a touché. Mais vraiment, il faut se dire que voilà, la violence existe. Parfois, il faut de temps en temps se dire aussi, c'est le nombre d'homicides en France, il est beaucoup plus bas qu'il y a 30 ans. Et ça n'enlève rien à ça, mais il faut pas juste se dire qu'on peut éradiquer la violence. Après, alors c'est sûr que là, il y a aujourd'hui une cristallisation et on est à la fois choqué, parfois un peu démuni, parce que c'est tellement, enfin, pardon d'employer des termes comme ça, mais c'est tellement bête. Oui. C'est tellement bête. Parfois, on se dit, mais comment, sur ce qui s'est passé à Massy. Le jeune qui est décédé il y a 2 ans. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Enfin, les bras m'en tombent. Enfin, c'est d'une. Voilà, à Fleury-Mérogis, il y avait un jeune qui est. Il y a eu plusieurs cas, etc. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut arriver? Donc, il y a un côté terrible, éradicable, je sais pas. Après, je pense qu'en tout cas, on doit prendre le sujet, y aller, et je pense que la question de la parole est très importante. Et puis, il faut pas que nous, on ait peur. Voilà. Il faut pas que nous, on soit dans un truc juste, une fois passé le premier élément d'un peu de stupéfaction, en disant, mais comment est-ce qu'un truc comme ça est possible? Il faut y aller. Alors, on essaie des choses, on fait parler ce dont vous avez parlé. Nous, on a recréé un dispositif de prévention spécialisé parce que c'était juste pas possible, ça manquait, c'était terrible. Donc, on a besoin de professionnels, on a besoin de gens qui se parlent. Ça reste pas simple, hein, c'est des sujets auxquels on sait très bien qu'un petit sujet peut faire vriller et que ça nous échappe, mais il faut qu'on y aille et il faut qu'on se dise, je sais pas si c'est éradiquable, je sais que je ne renoncerai jamais à l'idée que je ne veux pas que ça se reproduise. C'est peut-être pas tout à fait la même phrase, mais je pense que c'est essentiel. Moi, en tout cas, je veux faire tout ce que je peux pour me dire que ça ne doit pas se reproduire. Quelques mots par rapport à... Oui. Rapidement, car on arrive à la fin de notre... Peu importe, sinon moi, je peux enchaîner. Peu importe. Juste pour aller dans le même sens. Hein. Moi, c'est l'ampleur. C'est-à-dire que, autant je pense que des rivalités, ça a toujours existé. Hein. Moi, en milieu rural, c'est rivalité entre 2 villages. Ça n'a pas empêché que le club de foot fusionne avec le village d'à côté. Ça a été dur parce que c'était pas possible au départ. Donc les rivalités, ça a toujours existé. Quand j'étais gamin à Massy, j'étais du quartier Opéra. On n'allait pas à Zola. C'était comme ça. C'était des rivalités. Mais ça ne m'empêchait pas de prendre le RER et d'aller au Baconnais, d'aller à Paris ou autre. Quand on est au stade de la rivalité, c'est même sain. Parce que la rivalité, elle peut se régler sur un terrain sportif. Elle peut se régler... Voilà. On est rivaux, mais on se respecte. Là, on est passé à un stade autre. Et c'est là où je dirais que ce qu'il faudrait éradiquer, c'est cette violence extrême et revenir au terrain de la rivalité. C'est-à-dire que, oui, on peut se respecter tout en sachant qu'on habite chacun d'une voie ferrée différente. Il y en a un qui est à l'ouest et l'autre qui est à l'est de la ville. Et donc, c'est sur ce terrain-là. Donc là, bravo pour le travail qui est fait, même si ça reste, à mon avis, quelque chose de longue haleine auquel se mêlent, je pense, au travers de ce qui est devenu très violent, d'autres phénomènes auxquels, là, l'éradication serait souhaitable. Je pense au phénomène des stupéfiants, je pense à toutes les dérives qu'il y a autour, hein, parce qu'il ne faut pas le nier, hein, c'est quand même le terreau, hein, ce n'est pas que la misère, c'est aussi derrière tout ce qui, aujourd'hui, est implanté et auquel, je vais dire, personne n'a la solution pour, en tout cas, pour faire avancer les choses de façon plus... convenable, paisible et respectable. Voilà. Donc, rivalité, oui. Rix, non. Donc, il faut trouver le... Voilà. Les ateliers de la fraternité ont été assez éclairants puisqu'ils nous ont confirmé quelque chose dont on avait un peu l'intuition quand on a lancé la démarche, c'est que finalement, les rixes, les violences entre quartiers étaient un symptôme de quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus transversal. Et effectivement, les jeunes, quand ils ont pris la parole, ce qu'ils ont pointé du doigt comme responsable, comme cause, c'est plusieurs choses. De la question de la précarité dans les quartiers, qui fait que du coup, le deal, par exemple, l'intégration d'une bande devient une opportunité financière qui est beaucoup plus
beaucoup plus sexy finalement que le fait de suivre un chemin scolaire dans lequel en plus on a souvent un peu de mal à se retrouver, à se sentir valorisé. Ça nous a permis du coup aussi d'aborder la question de la scolarité. Ça nous a permis aussi de voir que le fait que dans les quartiers, on se sente si enclavé, avec si peu de possibilités de se mouvoir, d'aller sur d'autres territoires, de voir autre chose, et donc du coup de goûter à la possibilité d'avoir d'autres perspectives d'avenir que celles qu'ont connues nos parents, nos frères, nos sœurs. Tout ça, c'est des choses qui sont très, très importantes. Et je pense que tous les élus qui sont ici, là, autour de cette table, le sentent aussi que l'ERIC, c'est aussi la conséquence de quelque chose de plus large et multifactoriel. Mais ce qui a été intéressant, justement, en donnant la parole à ces jeunes, c'est d'identifier un peu plus précisément par quoi ça pourrait passer de répondre et de tenter de faire reculer ces violences. Et en ça, on a eu beaucoup de réponses, et c'est pour ça que j'y reviens. Effectivement, je pense qu'on ne doit pas être bisounours, c'est que la disparition de la violence dans ce monde, elle est là et elle existera malheureusement jusqu'à la fin. En revanche, sur la possibilité de la maîtriser et de faire en sorte que les jeunes générations n'y voient pas une alternative beaucoup plus attractive que celle de rester et de construire un chemin avec de l'ambition, avec de l'effort, ça, je pense qu'on peut y travailler. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on n'hésite pas à aller vers les jeunes et à leur montrer qu'ils ont des raisons de faire confiance aux institutions et des raisons de croire que être ambitieux et construire un beau parcours, c'est quelque chose de possible. Je pense pas qu'on pourra l'éradiquer totalement, mais je pense que on peut éviter certaines choses. Et c'est pas que nous, on va dire, figures politiques, on y arrivera tout seul. Je pense qu'il y a un rôle des responsables associatifs qui sont un peu les figures dans le quartier, un rôle un peu des enseignants qui sont depuis très longtemps dans le quartier. Comme à Grigny, on sait qu'on a des directeurs d'école, ça fait 20 ans qu'ils sont là, et on sait leur importance auprès des familles, auprès de certains élèves. Certains élèves continuent d'aller voir leurs enseignants, ou l'importance des éducateurs sportifs dans ce rôle-là. Et je pense que c'est ensemble qu'on pourra avoir un impact, ou comme même quand je disais, c'est certaines figures musicales, parce que des fois, quand on regarde certains clips musicaux, comme j'avais un échange avec un directeur d'école, il me disait oui, mais mes élèves de CM2, regarde quel clip de musique ils regardent. Et pour eux, je pense qu'il y a l'impact des réseaux sociaux, l'impact d'Internet et tout. Quand on regarde le clip musical, même si le rappeur, foncièrement, ça doit pas être un délinquant, mais quand on regarde son clip, c'est le modèle qui transmet aux jeunes. Et donc, je pense qu'il y a des choses, des messages à passer à travers des figures, à travers des mamans, des responsables associatifs, et tous ensemble, c'est quelque chose de, on va dire, un pack homogène, et on fera face à cette violence. Et je pense pas que ça soit seule une majorité municipale ou des élus qui arriveront à éradiquer cette violence. Mais je pense qu'on peut être moteur et on peut impulser comme Grigny, on est ville pour la paix, et c'est quelque chose qu'on essaye tous les jours au quotidien de travailler et de mettre en place. C'est vrai, c'est ville pour la paix, Grigny. Rapidement. Il y a des villes pour la guerre. Rapidement, c'est bien, c'est un beau label. D'abord, mais je pense que ce que vous venez de dire est hyper important sur la question profondément de la culture de la violence. Et vous voyez, par rapport à ce que je pense qu'il y a un sujet culturel, d'image, de travail pour renvoyer des éléments là-dessus, et ça je partage. Moi j'ai quand même deux petits points de nuance par rapport à ce que vous disiez. J'entends évidemment le sujet de la précarité, évidemment, et on se bat, je pense qu'on se bat tous sur ces sujets-là. Faut redire que les mecs qui profitent pour installer des systèmes de deal à cet endroit-là, les vraies ordures, c'est eux. Hein. Le dealer est une ordure. Et je déresponsabilise personne. Et le mec qui profite de la pauvreté des gens pour installer ça, c'est une ordure qui doit être combattue. Et je pense que c'est important de remettre ces mots-là, de dire, moi je convoque parfois des jeunes, quand ils ont commencé à faire des conneries, je les convoque dans mon bureau pour ça. J'ai essayé de réexpliquer à un gamin de 15 ans qui s'était fait piquer, en gros, à faire le chouf, je ne vais pas rentrer dans les détails, lui dire, mais ces mecs-là sont des ordures qui t'utilisent. C'est pas des gentils, le méchant c'est pas la policier, le gentil c'est lui, c'est le contraire. Et je pense que renommer les choses en disant que les espèces de saloperies qui font du deal dans le quartier, et y compris après dire aux consommateurs qu'ils entretiennent ça, je pense qu'il faut aussi avoir des postures morales.
bien sûr qu'il y a de la précarité qui explique des choses, et je suis complètement d'accord, et on doit lutter contre, et franchement, je pense que tous, à notre manière, c'est ce qu'on fait, et je pense, pareil, toutes couleurs politiques confondues, je pense que c'est pas le sujet. Faut pas des responsabilités. Et de même, sur le côté, on est enclavé, on peut pas aller voir ailleurs. Moi, de fait, typiquement, à Grigny, il y a des vrais sujets, et je suis prêt à admettre, et encore, hein, c'est ça plus évolue facile. parce qu'on a quand même Voilà. cassé l'enclavement de la grande bande, par exemple. Et encore, c'est plus facile aujourd'hui. Vous avez fait des trucs c'est plus facile de se déplacer quand on est à Grigny qu'à Artenay. Mais typiquement, à Massy, pour le dire, à Massy, personne ne peut me dire qu'il est enclavé. Et typiquement, moi, je me souviens d'une discussion avec les jeunes des quartiers qui n'avaient pas envie de sortir du quartier. C'est pas une question physique. Et là, je reviens à ce que vous dites, une question culturelle. C'est à nous de les aider à les emmener culturellement à sortir. C'est pas une question d'enclavement réel, hein. Honnêtement, quand on est à Massy, on peut aller n'importe où facilement. C'est comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on aide, et comment tous ceux qui essayent de maintenir la chape sur le quartier, ceux-là, il faut les combattre vraiment. Mais Monsieur Samson, j'ai une question à vous poser. Certains parlent de fonds de commerce concernant la situation des quartiers. C'est-à-dire que, voilà, certains parlent du fait que dans certains congrès des maires de France, certains brandissent des statistiques en termes de précarité et de délinquance pour entrer en zone prioritaire, voire QPV, et du coup toucher des dotations. Et du coup, la question que beaucoup se posent, que certains se posent en tout cas, c'est est-ce que tout ceci n'est pas un fonds de commerce dans la mesure où, lorsqu'on touche des dotations par rapport au fait qu'on a un taux de précarité et de délinquance, on touche des dotations, donc, et si on en a moins, on en touchera forcément moins. Et... Je suis 1000 fois d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas certaines... bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, quelque part, de certains à maintenir cette précarité, cette délinquance, cette situation des quartiers aujourd'hui ? Ça peut arriver. Au vu de... Ça peut arriver. Je pense que c'est arrivé, que c'est quand même moins le cas, parce que je pense que tous ceux qui ont essayé de jouer ce jeu-là ont quand même mesuré qu'à un moment ça se retournait. Ça s'est passé. Faut pas se raconter d'histoire. Ça a existé. Je pense quand même que ça a un petit peu changé. Après, très clairement, là, moi je réponds de ce que je fais. Moi, mon objectif, c'est que les quartiers de Massy qui sont en politique de la ville en sortent. Alors, je sais après que typiquement, un truc qui est hyper bien pensant et que je déteste, c'est les conseils citoyens. C'est une idée hyper sympa. Sauf que les conseils citoyens, c'est quoi ? C'est un conseil citoyen qui est lié au QPV. Moi, je ne suis pas d'accord. Dans Massy Opéra, le quartier, il y a une partie qui est en QPV et une partie qui n'y est pas. Ça m'intéresse d'avoir un conseil de quartier sur l'ensemble. Pour contrer ça. Je n'ai pas envie d'avoir un conseil citoyen lié au QPV. Je pense qu'on fait de la stigmatisation. J'ai passé 5 ans de ma vie à faire du renouvellement urbain à Mantes-la-Jolie sur le secteur du Val-Fouré et à Chanteloup-les-Vignes. Tout le boulot qu'on essayait de faire, c'était de dire que les dynamiques de développement du territoire, de l'ensemble du territoire, et les dynamiques de correction de sujets de précarité, d'enclavement qui sont réels par ailleurs, dans le quartier, il fallait les traiter ensemble. Donc le truc que j'aime pas, c'est le truc où on isole et où on dit on traite la question du QPV spécifiquement. Je pense qu'on a au contraire besoin de traiter des questions de développement de manière beaucoup plus globale et désenclavée. Donc là-dessus, je vous rejoins complètement. On arrive à la fin de notre entretien. Voilà, moi je tenais juste en tout cas à saluer quelques équipes de Massy, c'est-à-dire, et même les équipes qui sont ici aussi. C'est-à-dire, c'est symbolique. J'ai grandi 33 ans à Grigny et je vis maintenant depuis 10 ans à Massy. Donc, et je travaille avec et j'ai pas mal. Faut venir à Artenay maintenant. Faut venir à Artenay, c'est ça. On va tous se retrouver à Artenay. Exactement, on va tous y aller. Et j'ai pas mal parcouru Fleury-Mérogis, qui est juste une ville limitrophe de Grigny. Et souvent, lorsque moi j'ai travaillé dans 7-8 villes dans ma vie, à faire mon travail social. Et je sais que Massy est pris en exemple, notamment par rapport à tout ce travail qui a été fait concernant l'insertion. Moi, quand je suis arrivé, il y avait un certain monsieur Nordine Bouy, monsieur insertion de la ville de Massy, et du coup, voilà, j'avais toute une équipe, qui est toujours là, avec monsieur Ousmane, monsieur Yannick, Rodolphe, Olivier et autres. Et voilà, moi, je tiens à saluer en tout cas les équipes de chaque espace qui ont contribué à rétablir ce lien entre le public des 16-29 ans, en tout cas de l'époque. Voilà, c'était... Et avec les espaces qu'on fait tout ce travail. Et... Je les salue amicalement aussi. Voilà, exactement. Et voilà, les 4 espaces, que ce soit Lino, Mazaric, EMO et La Poterne. Et ce que je voulais dire aussi, c'était que
voilà, je salue tous aussi, et même la nouvelle équipe là, d'insertion, là, tu vois, avec M. Chekou, M. Damien, Raja et Wally, et la mission locale aussi, avec laquelle on a pas mal de travail, avec IDA et tous les autres CIP. Et je salue aussi toutes ces initiatives qui ont été mises en place à Fleury-Mérogis, parce que ces tables rondes de la fraternité ont été très importantes, et il y a eu des choses qui sont sorties de là. Et pareil, à Grigny aussi, il y a un travail qui est en train de se mettre en place. L'actualité, c'est le plan de lutte contre la pauvreté. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est le plan de lutte contre la pauvreté qui a été mis en place par la majorité municipale, impulsé par Philippe Rio, en collaboration avec d'ailleurs, qui a été élu meilleur maire du monde. Meilleur du monde au passage. Pour les actions solidarité. Du monde. La ville de la paix, meilleur maire du monde. Parce que M. Rio est président de l'association des maires pour la paix dans le monde. Donc, non, c'est sûr que là, en termes comme on dit, de soutien à la population, je pense que ce plan de lutte contre la pauvreté, c'est quelque chose qui un peu d'innovant et qui, je pense que d'autres villes vont peut-être s'en inspirer pour le futur. Et pour finir, ce phénomène est vraiment, je pense, éradicable dans la mesure où, voilà, dans les interventions que fait Soparks, il y a souvent cette question qui revient, c'est les rixes interquartiers sont-ils un héritage des grands des quartiers? Parce que voilà, et la chose, c'est que ces grands des quartiers, c'est clair que voilà, il y a une connotation assez négative vis-à-vis d'eux, mais il y a des grands des quartiers, entre guillemets, qui ont une bonne influence et un bon impact, et dont certains qui étaient dans les rixes avant, qui se sont réinsérés aujourd'hui. Tu vois, c'est vraiment Et lorsque Soparks mène ces ateliers-là, il y a ces grands qui aujourd'hui sont réinsérés et qui ont un impact. Et c'est important de les avoir en même temps que les parents, en même temps que des institutions aussi. Et je sais que lorsqu'on était à l'espace Mazaric la fois dernière, vous avez été très très ému du fait que il y avait pas mal de jeunes aussi. Et lorsqu'on a évoqué le jeune qui a été décédé il y a 2 ans, voilà. Et du coup, l'impact de ces grands, entre guillemets, parce qu'on confond souvent les grands des quartiers de la politique Jospin de l'époque et ce qu'on appelle des grands frères des quartiers. Enfin, voilà, il y a une connotation qui est assez... Je trouve que dans les RICS, là, les jeunes sont de plus en plus jeunes, en fait. Exactement, 14 ans, 13 ans. Contrairement à la période où il y avait des RICS interquartiers, où c'était peut-être 18, 22, 23 ans. Maintenant, dans les RICS, c'est souvent des 13, 16 ans, quoi. Et plus trop des 18-25. Hein. Donc c'est vrai que ça se rajeunit de plus en plus. Et à titre d'exemple, des villes comme Villiers-sur-Marne, quartier des Hautes-Noues et Champigny-Bois-l'Abbé ont réussi à éradiquer ce phénomène avec ces grands des quartiers, les parents, les institutions. Ils se sont tous réunis à un moment donné dans un espace. Et on fait en sorte de favoriser ces interactions interquartiers, c'est-à-dire séjours interquartiers, activités interquartiers, tout ça à long terme, chose qui... Et ce même groupe de personnes qui a contribué à cette paix-là, on les fait aussi intervenir à Massy pour qu'ils expliquent la manière dont ils sont pris. À titre d'exemple, il y a 2 jeunes de quartiers, en tout cas rivaux, qui s'étaient même plantés, qui sont partis en séjour interquartier ensemble, et à un moment donné, la nuit, à un moment donné, ils se regardaient en chien de faïence, puis à un moment donné, ils se sont rapprochés, sont regardés, et ont commencé à s'expliquer, même ils ont été ironiques sur le fait de tu as du coup de couteau que je t'ai mis là, franchement, excuse-moi, franchement. Et à la fin, ils sont pris dans les bras. Ça ressemble à une scène de film, mais c'était ça. Donc, voilà, tout est... Et donc, tout ça montre qu'on ne n'est pas dealer ou voyou. On est d'accord. On le devient. Et donc, plutôt que de dire que les dealers sont des ordures, peut-être il faut le dire quand même. Il faut le dire quand même. D'accord, mais une fois que c'est dit, peut-être qu'on pourrait aussi prendre le temps d'essayer de se demander il faut le répéter. Comment ces dealers sont devenus ce qu'ils sont, pour faire en sorte que les mécanismes ne se remettent pas en place et ne soient pas de nouveau subis. Les gens sont responsables de leur destin. Non, je n'excuserai jamais un dealer. On n'a pas demandé d'excuser comme on n'excuserait pas un tueur, c'est pas ça, mais comprendre, à mon avis, c'est quand même une clé pour essayer d'éradiquer et de faire évoluer les choses. C'est un autre débat. D'accord. En tout cas, je vous remercie. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Et on se dit à la prochaine. Exactement. Merci.